Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité de cette semaine est Philippe Dal-Hava. Bienvenue à Connaissez-vous pour une toute nouvelle émission. Vous savez, quand on commence un projet, on a plein d'idées. Un jour, on se dit, bon, est-ce que nos idées vont être réalisables et comment vont-elles se réaliser? Moi, j'avais depuis longtemps envie de parler avec quelqu'un qui n'est pas du Québec, qui n'est même pas du Canada, qui vient de la France et ainsi avoir une discussion pour savoir comment ça se passe là-bas. Et c'est aujourd'hui que ça se fait. Et ça se fait d'une très belle façon parce que notre invité est de passage au Québec et il a accepté de m'accorder 1 heure de son temps pour réaliser mon entrevue, faire avancer le projet. Je le laisse vous parler parce que sinon je vais parler tout seul et c'est pas intéressant. Mon invité est Philippe Dal-Hava. Hein? Bonjour Philippe. Bonjour Martin. Enchanté. Mais enchanté moi aussi. Et bonjour à tous les auditeurs qui écouteront cette entrevue. Tout à fait. Philippe, bon, c'est une émission un peu spéciale, mais on va quand même commencer de façon assez conventionnelle. Moi, tout d'abord, tu peux nous expliquer un peu, tu m'expliquais un peu la signification de ton nom de famille. Je trouvais ça intéressant. Veux-tu commencer par ça? Alors, ok. Alors, mon nom de famille, c'est Dal-Hava. Alors, d'après ce qu'il est dit, ça vient de l'ancien vénitien, parce que Hava vient de avis, le latin avis, qui veut dire les abeilles. Et Dal, en italien, D-A-2-L, ça veut dire des. Donc, on m'a toujours dit, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais que ça voulait dire des abeilles. Donc, c'est pas mal, hein, je trouve. J'aime bien le miel en plus. C'est joli, oui, c'est pratique les abeilles. Ouais, c'est très utile pour la pollinisation et pour la planète en fait. Ben oui, effectivement. C'est ça. Mais toi, Philippe, là, tu viens de où exactement? Est-ce que moi, je me fais un devoir toujours de dire que je suis très mauvais en géographie. Oui. Donc, quand je reçois des invités avec des nationalités différentes, je me fais comme un plaisir de les laisser se situer un peu. Donc, okay. Alors, je suis né dans le Val-de-Marne, c'est-à-dire un département qui touche Paris. Okay. On va dire 20-25 km de Paris. Ok, pas plus loin que ça. Non. Okay. Et donc je suis né à Villeneuve-Saint-Georges, ça s'appelle. D'ailleurs, comme est né le TGV, en fait. Le TGV se fabrique aussi à Villeneuve-Saint-Georges. Et moi, je suis né pendant les grèves de mai 68. Ok. Donc, je suis né prématuré. Ok. Et donc, normalement, j'aurais dû être mis dans, alors comme vous dites au Québec, incubateur, et nous on appelle ça une couveuse en France. Le souci, c'est que comme il y avait des grèves vraiment générales dans tout le pays, la France était vraiment mobilisée, du moins complètement arrêtée. Il n'y avait plus d'électricité. Oh là là. Donc, les hôpitaux marchaient sur batterie. Les batteries d'époque sont pas non plus les batteries d'aujourd'hui. Ce qui fait que quand je suis né, j'ai été pesé vite fait, mesuré vite fait, et direct sur les routes avec mon père pour essayer de trouver un hôpital qui avait des couveuses en fonction et capable de me prendre. On en a fait 3 hôpitaux, après ce qui paraît, dans la première journée, et du moins dans la journée en fait, et aucun voulait de moi. J'étais indésiré, visiblement. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré à l'hôpital, on est venu rechercher ma mère et on est sorti directement. Ça fait que j'ai pas eu de mise en couveuse. Je suis né quand même à 7 mois, entre 6 mois et demi et 7 mois. Que vous comptez en semaines. Alors, oui. T'enlèves 8 semaines, on va dire, en gros, par rapport à 8 semaines d'un enfant. Là. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Et donc, je suis sorti directement de l'hôpital avec ma mère. On n'est même pas resté le jour même, donc j'ai pas eu de suivi médical comme tout nouveau-né. C'est que ma mère m'a nourri au sein et puis j'ai grandi parce que même si c'était en mai,
dans une boîte à chaussures en fait. On m'a mis dans du coton, une boîte à chaussures, et pour que pas que j'ai froid la nuit, tout comme ça. J'étais tout petit, et puis je pesais 2 kilos, on va dire 4 livres, un petit peu plus de 4 livres, entre 4 et 5 livres. Pour vous, donc 2 kg 2 en France, comme on dirait à peu près. OK. Voilà. Donc, le fait d'être né prématuré, ça a eu un impact sur ta vision? Exactement, parce qu'en fin de compte, après, à l'âge de 2 ans et demi, c'est avéré que j'étais déjà un pirate, un turbulent, et je m'amusais sur les chaises de bébé, je sais plus comment vous appelez ça, les chaises hautes? Les chaises hautes, exactement. Okay. Donc, je me suis tellement balancé fort que je suis tombé de la tête sur le carrelage de la cuisine, et ce qui s'est fait que ma tête s'est ouverte, moi, ça saignait, et j'ai perdu la vue immédiatement. Alors ma mère, elle s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. J'ai été à l'hôpital, et là on a fait des examens qu'on aurait dû faire quand je suis né en mai 68, mais comme il y avait la grève, ils n'ont rien fait. Donc, et là ils se sont rendus compte que j'avais la fontanelle, au lieu d'être au niveau du front, comme elle s'appelle fontanelle, oui. Moi elle se trouvait à l'arrière de la tête. J'avais la boîte crânienne inversée. Ah ben voyons donc. Et donc, ce qui fait que quand ma fontanelle s'est consolidée, comme tout bébé, quand ça se consolide, moi elle a pincé le nerf optique. Et donc ça l'a coupé. Et quand j'ai fait, tant que j'étais pas tombé, ça allait, mais quand j'ai fait ma chute, mes nerfs se sont séparés. C'est pour ça que j'ai perdu la vue dans l'immédiat. Après, ils m'ont enlevé tous les os de la boîte crânienne, sauf l'occiput. L'os occipital qui se trouve en bas, au-dessus du cou, là. Okay. Et tout en dessous le front, visage, tout ça, là, il n'y a rien qui a été enlevé. Mais ils m'ont enlevé tous les os de la boîte crânienne. Et ça a repoussé, parce que il n'y a pas que la queue des lézards qui repousse, il y a énormément de choses qui repoussent. Mais ça s'est remis, parce que si je ne me faisais pas ça, à l'âge de 10-11 ans, je commençais à... d'abord, j'aurais perdu la vue, et j'aurais eu le cerveau qui aurait été comprimé dans la boîte crânienne. Mm-hmm. Et donc, j'aurais commencé à perdre tous mes sens un à un. C'est ça, là. Ça et la folie, je serais devenu fou. Je suis un tout petit peu, mais pas trop encore. Et à l'âge de 23-24 ans, je serais mort. Et vous voyez, je ne serais pas ici, ici à te parler. À me parler. Exactement. C'était ça le pronostic. Là, exact. Oh mon Dieu, mais ça commence quand même assez grave, là. Oui. Petit enfant comme ça, puis bon, toutes les complications. C'est ça. Alors donc, quand ils m'ont opéré, ils m'ont ouvert la tête comme une orange. C'est-à-dire, ils m'ont ouvert du milieu du front à peu près jusqu'à le milieu de l'arrière du dessus de la tête. Après, ils ont fait comme une espèce de fourche, on va dire. C'est pas un peu à droite et à gauche pour aller vers en direction du cou. Puis après, ils m'ont ouvert du centre de la tête vers le dessus des oreilles aussi, pour m'enlever tous les os. Ce qui fait que j'ai une étoile de dessinée en cicatrice sur la tête. Et à l'âge de 13 ans, comme la fontanelle ne le repousse pas, ils ont été obligés de me réopérer, parce que j'avais pas droit à trop de sport avant, du fait que j'ai été quand même bandé jusqu'à l'âge de 5 ans. J'ai porté des casques de 5 à 13 ans. Et à l'âge de 13 ans, j'en ai eu marre. J'ai dit, ça m'énerve. Faut faire quelque chose. Donc ils m'ont réouvert l'arrière de la tête pour me mettre une prothèse. Ils m'ont mis une prothèse en plastique, hein, je sais pas quelle matière exactement, mais elle a une forme de cœur. Donc je me plais à dire que j'ai 2 cœurs et une étoile dans ma vie, sur moi. Trouver le tour de mettre des belles images. C'est ça. Dans quelque chose qui aurait pu être quand même catastrophique. Là. Exactement. Des grosses opérations aussi. Ouais. C'était quand même des 12 heures sur le billard, comme on appelle, hein, sur la table d'opération. Oui. Les 2 fois, quoi, quand j'avais 2 ans et demi et quand j'avais 13 ans. Les parents, ils n'étaient pas vraiment tranquilles dans leur basket, on va dire. Je comprends. Ouais. Est-ce que tu as des frères et sœurs, toi? J'ai 3 frères. OK. Ils sont plus vieux, plus jeunes que toi? Je suis le dernier, j'ai fermé la porte. J'ai voulu personne après moi. Ça qui ont eu comme tous ces problèmes-là. Ouais. Avec le dernier enfant. C'est ça. Et tous y voient, ils n'ont aucun souci, aucun problème. OK.
Et toi, justement, parlant de ça, est-ce qu'il y a beaucoup de différences d'âge entre vous? Alors, mon aîné, il a 6 ans de plus que moi. Le deuxième, il a 4 ans et demi, presque 5. Le troisième, donc ce qui est juste au-dessus de moi, lui, il a 1 an et demi de plus que moi. OK. Et puis, ouais, je suis arrivé là. Est-ce que tu te souviens ou est-ce que ça t'a été raconté? Parce que, bon, quand tu t'es aperçu que tu étais différent. Parce que là, en ayant des frères plus vieux, j'imagine que... Ça va rentrer, c'est un bon sujet que j'aime beaucoup. Alors, OK. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand j'ai été petit, ma mère m'a éduqué de façon assez particulière. C'est-à-dire, elle me disait un peu à la Ray Charles, quelque part. Je te montre les choses 2-3 fois, la 4e fois, tu te débrouilles. Je suis pas là pour te tenir la main. On verra comment tu feras quand je serai plus là. Donc, tu te débrouilles. C'est très très important. Elle me disait, tu fais comme tes frères, malgré que j'avais des bandes et tout, et puis après un casque, je faisais le patin à roulettes, du vélo, tout ça. Donc, je faisais comme mes frères, mais je voyais pas ce qu'ils faisaient par contre. Donc, je savais que j'étais différent, mais je comprenais pas tout à fait ma différence. J'ai fait une maternelle normale, avec des voyants et tout. J'étais presque aussi fou qu'eux. Mais il te laissait faire du patin à roulettes? Oui, patin à roulettes, OK. vélo. Ça c'est vrai que j'ai fait pas mal d'activités. J'étais toujours en train d'escalader en haut des arbres ou des murs. Aïe, aïe, aïe. J'étais assez turbulent quand même, enfant. Et Mais ta mère, comment qu'elle vivait ça? Je veux dire, est-ce qu'elle... ma mère voyait que j'avais pris contrôle de mon espace et que je gérais de mieux en mieux mes espaces en fait. Puis comme je vois un tout petit peu de lumière quand même de l'œil gauche, vraiment si tu veux, si je fais des examens, ils vont me dire que je vois rien parce que je peux pas reconnaître quelqu'un, je peux pas lire, tout ça. Mais je vois la lumière par contre, la moindre petite diode, la moindre petite lumière, le moindre faisceau, même un laser qui se balade par terre, je le verrai. OK. Mais je suis un peu comme les pucerons, si tu veux. Je peux être attiré par la lumière, mais après, tout ce qui est réflexion derrière, ça marche pas. Donc, c'est ça. Et moi, j'ai pris une claque. C'est quand je suis arrivé dans l'école spécialisée à Saint-Mandé-Tourelle, qui se trouve dans le Val-de-Marne, qui était en général pour tous les Parisiens, banlieues parisiennes, beaucoup en tout cas venaient là à l'école pour apprendre le braille, parce que les maternelles ils ont dit oui, il pourrait très bien s'adapter à une école normale, mais il lui faut quand même le braille pour pouvoir, et nous on peut pas lui enseigner. Donc ma mère elle a cherché, j'étais 1 an sans aller à l'école le temps qu'elle trouve, et après j'ai trouvé cette école là et elle m'a dit on va te mettre avec des gens comme toi. OK. Je suis arrivé dans cet établissement, j'ai vu des gens qui avaient 18 ans, 20 ans, oh là là, OK. Qui avaient des problèmes d'autonomie, qui étaient parce qu'il y avait un peu aussi plusieurs handicaps, il y avait ils mélangeaient un peu tout, les TED, les gens un peu autistes, ils mélangeaient un peu tout. Ça qui disait comme toi, mais c'était pas tout à fait vrai. Là. Ben, pour moi, comme moi, quand tu as 7 ans, tu sais pas c'est quoi comme toi. Tu voyais 2-3 gamins qui avaient le même niveau que toi, mais tu voyais des plus grands, parce que si tu réussis ta scolarité, tu quittes cette école à l'âge on va dire, de 10-11 ans, tu quittes cette école. Oui. Mais moi, je ne savais pas quand je suis arrivé la première année. Pour moi, j'allais devenir ce que je voyais les gens de 16-18 ans en CAT ou dans les formations plus spécialisées, un peu comme ici, vous avez le CFR ou des trucs comme ça. Donc je me suis dit, je vais devenir comme eux. En grandissant, j'ai beaucoup souffert ma première année à cette école-là, en fait. Okay. Ça m'a beaucoup pesé, moralement, psychologiquement, mais renforcé en même temps. Parce que je me suis dit, je veux pas de ça. Je me suis dit, moi, je veux réussir, je vais travailler encore plus mon autonomie, travailler encore plus le bricolage, tout ce qui était manuel. Je me suis mis à tout étudier. Tout ce que je trouvais qui pouvait se démonter, je le démontais pour le remonter. Je voulais avoir une habilité de mes mains, quoi. Donc, ça a été difficile d'apprendre un peu la différence, mais ça t'a guidé un peu dans ta façon de faire du futur. C'est ça. OK. Exactement. Puis après, j'ai fait alors ce qu'on appelle
ce que vous appelez première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Comme le primaire. Voilà, la scolarité, nous, c'est pas dans le même sens. Nous appelons ça CP, CE1. Le CP pour cours préparatoires. OK. CE1, cours élémentaire première année, cours élémentaire deuxième année, donc CE2. Puis après, CM1, qui est cours moyen première année et cours moyen deuxième année, avant de rentrer en sixième, qui est la même sixième que vous par contre. OK. C'est le seul point commun avec vous. C'est à la 6e année. Voilà. OK. Et après, la cinquième, nous, après, ça va être dégressif jusqu'au baccalauréat. On dit cinquième, quatrième, troisième, seconde, première terminale. Et la terminale équivaut, pour vous, il y a du secondaire là-dedans après. Hein. Vous avez, nous, la cinquième, c'est vous, première année au Canada, en tout cas, je sais que ça marche comme ça. Et puis deuxième, troisième. Oui, mais là, si on revient à quand tu as appris le braille, oui. Bon, ça s'est bien fait? Oui. Oui. Oui, ça a été assez rapide. J'étais un élève assez, justement, peut-être parce que je voulais pas, j'avais peur de ce que j'allais devenir, en fait, quelque part. Donc j'étais bon élève en primaire. OK. Franchement, j'avais aucun souci en primaire. C'est plus tard que ça s'est gâté. C'est ça, parce qu'arrivé en quatrième, en fait, j'étais adolescent et j'ai passé l'âge bête de beaucoup d'adolescents. Et puis là, j'avais vu d'autres jeunes à 18 ans et tout avoir le baccalauréat, donc je voyais que j'étais comme mes frères en fin de compte. Je n'allais pas devenir ce qu'on m'avait ce que j'avais peur avant. Donc du coup, je me suis beaucoup relâché scolairement. Ça a été une erreur parce que j'ai redoublé ma quatrième, j'ai redoublé ma troisième. OK, le relâchement était à ce point-là. Ouais. Okay. Puis après, en seconde, je suis tombé amoureux d'une fille qui a eu des problèmes, en fait, et je lui ai donné la main, je l'ai beaucoup aidé. Et puis, du coup, je l'ai tellement aidé, je l'ai aidé scolairement, que je me suis oublié, moi, scolairement, dans ma seconde. Puis l'école, ils ont dit, ça suffit, tu vas pas travailler 1 an sur 2. Donc, ils ont voulu que j'arrête l'école à ce moment-là. Ça fait que j'ai pas eu le temps d'aller au bac, parce que j'aurais bien aimé faire un bac scientifique. J'aime beaucoup tout ce qui est maths, physique, chimie, mais j'ai pas pu aller. Voilà, j'étais trop solidaire en fait. Là, il y a comme deux sujets là que tu m'apportes puis que je veux. OK. Bon, tu disais j'ai tombé amoureux d'une fille, tout ça. Oui. Bon, est-ce que c'était je sais que la question va paraître bête là, mais c'était une fille non-voyante ou voyante? Ah, c'était une fille non-voyante. OK. Une fille de l'école. OK. Puis il y a eu beaucoup de complications parce que en fait, si tu veux, on a été à la patinoire et parce que moi je patinais beaucoup, j'allais souvent à la patinoire, j'aimais ça. Et donc à un moment pas fait comme un autre, il y en a qui ont joué à ça. Puis la fille, elle est tombée le genou sur ma lame de patin. Aïe aïe. Et ça lui a donné énormément de complications jusqu'à amputation de la jambe. Aïe aïe. Ce qui fait que moi, j'ai pensé que j'étais le précurseur de son amputation. Ah, tu t'es mis comme un peu responsable. Exactement. Okay. Donc j'ai beaucoup souffert intérieurement. Aïe, aïe, aïe. Je me suis culpabilisé parce que je me suis dit elle est amputée à cause de moi. Donc ça a été aussi assez... Un moment assez où il y avait beaucoup besoin de morale là-dedans, tu sais, de se renforcer moralement, on va dire. Voilà. Parce que c'est ça, tu étais très sportif. Oui, j'aimais beaucoup le sport. Oui. Mais comment qu'on fait, encore là, la question peut paraître bête, mais tu disais, j'ai fait du patin, j'ai fait du vélo, puis tout ça. Mais comment qu'on peut concevoir, tu sais, le vélo, quand on ne voit pas? En fait, si tu veux, j'avais la chance que quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup moins de voitures qu'aujourd'hui. Donc, au début, je faisais le vélo comme tous les enfants, avec dans la résidence, parce que j'habitais en résidence. Donc, il y avait les voitures à rouler tout doucement quand elles venaient dans les parkings, et il n'y en avait pas beaucoup. Ça fait que je les entendais. Puis, j'avais un repère auditif. Ça m'a aidé à beaucoup me servir de mes oreilles dans l'espace, puis à me servir du petit peu de lumière que j'avais par rapport au contraste. Par exemple, quand j'arrivais en bordure d'herbe, ça changeait de contraste, le reflet de la lumière. Donc je me suis beaucoup basé au reflet lumineux dans mes déplacements et dans mon orientation. Et puis le vélo, j'écoutais les copains qui voyaient et je les suivais, quoi.
je suivais le bruit du pédalier, ou de temps en temps, il me parlait, on me disait par ici, par ici. OK, il donnait quand même beaucoup d'indications. C'est ça. Forcément, tu te fiais sur tous les sons qui pouvaient te guider. Oui. Le pédalier, il faut le faire quand même. Ouais, le pédalier, ça fait... Ouais. Tu entends, donc tu le suis. Hein, ouais. Et puis les patins, c'est pareil, ça fait du bruit, donc tu entends les autres copains qui sautent, les trottoirs, tu sais, on s'accrochait aux voitures, on était assez fous, quoi. Voilà. Mais là, tu disais que tu restais en résidence. Oui, quand j'étais chez les parents, oui. OK, comment ça fonctionnait, ça? Les parents, en fait, c'est des résidences d'HLM. Donc c'est plusieurs appartements, c'est comme un bloc, comme plusieurs blocs, côte à côte. Puis après, il y a comme une clôture qui fait tout le tour de tous ces blocs. On appelle ça des résidences chez nous. OK. Et donc il y a plusieurs, j'avais, je sais pas, peut-être 15 immeubles à peu près, je pense, une quinzaine en tout cas. Et puis après, tu as des petites rues qui séparent les immeubles et tu t'amuses à tourner autour avec les vélos. OK, ça fait comme une espèce de circuit. De circuit entre les immeubles et puis... C'est ça. OK, d'accord. Je comprends. Voilà, donc c'est pour ça que tu t'orientes après avec l'espace, les sons des murs, tout ce qui est écolocation, tout ce qui est sonorité. OK. Ouais. Et là, tu disais, j'aurais aimé ça faire un bac en sciences, tout ça. Comment qu'on s'aperçoit que les sciences peuvent nous intéresser et peuvent aussi être accessibles Est-ce que c'était compliqué pour toi? J'aimais beaucoup les maths, je voyais que j'avais une facilité parce que j'ai un esprit logistique. De logique, pas logistique, mais de logique. Pour moi, c'était plus difficile tout ce qui était littérature, tout ce qui était français, les langues, parce que j'y attribuais pas de logique. OK. Ou en tout cas, on m'a mal expliqué la logique des langues à l'époque. Par contre, la logique scientifique, ça, y a pas de souci, j'aimais beaucoup. Apprendre, par exemple en sciences, tout ce qui concerne le corps humain, la terre, l'environnement, tout ce qui est science, tout ce qui est vie et terre. J'aimais beaucoup en physique, tout ce qui était à propos des molécules et des choses comme ça. Moi, j'aimais beaucoup ça. Puis en maths, franchement, j'aimais bien. Il y avait une représentation espace aussi que j'aimais beaucoup, le tridimensionnel et toutes ces choses-là. Donc je savais. Je savais que j'aurais pu avoir un potentiel là-dedans. J'avais quand même des bonnes notes. C'était des matières que je travaillais très peu et j'avais des bonnes notes en fait. Ouais, parce que tu les comprenais mieux. On avait un bon enseignant. On avait aussi certains enseignants qui étaient vraiment quand même assez bons, quoi. Puis on avait une prof de physique qui était assez malade, je dirais moi, parce que elle faisait des expériences. Elle nous faisait faire des choses avec des tubes à essai, des ballons, chauffés à gaz et tout, prendre des risques, même à des non-voyants qui n'étaient pas du tout capables de s'orienter dans une pièce. C'était impressionnant ce qu'elle leur faisait faire, et je trouvais ça beau, quoi, je trouve. Et on comprenait bien, parce qu'on avait beaucoup de pratiques, en fait, avec cette femme-là. C'était concret. Ouais. Okay. Du coup, les élèves qui étaient en difficulté, nous ceux qui arrivaient un peu mieux, on allait les aider, et tout ça, c'était pour qu'ils puissent concrétiser aussi leurs travaux, quoi. C'est qu'il y avait de l'entraide là, pour aider la compréhension de ceux qui avaient plus de difficultés. Et comme tu devenais du coup enseignant à expliquer à ton copain ou ta copine tel ou tel truc, t'apprenais encore mieux quelque part. Tu sais, ça apprenait en même temps, c'était pédagogique quelque part. Oui, parce qu'en plus de l'avoir compris, tu étais capable de le faire comprendre. C'est ça. Ah là là. Donc après, du coup, c'est imprimé, quoi. C'est très bon. Ouais, c'était pas mal. Mais là, le jour où on t'a interdit de continuer l'école, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, j'ai fait une année de prépa, puis après j'ai fait une formation d'accordeur réparateur de piano. Ça, c'est une formation sur 3 ans. C'est quand même assez long. Ben oui, quand même. 3 ans. Parce qu'un piano, il y a énormément de travail dans un piano. C'est impressionnant. Déjà, il faut changer les cordes, il faut réparer la mécanique. Pouvoir être capable de réparer le clavier aussi, et c'est énormément de travaux. On croirait pas, mais si tu montais un piano, tu verrais sur une tranche toutes les petites pièces, des petits bouts de feutre ou de toute la précision. C'est une précision diabolique
pour le toucher. Un piano, il faut que toutes les touches aient exactement le même toucher. Donc c'est vraiment une précision au millimètre, voire même au micron, et à une sensation. Donc ça demande beaucoup de travaux. Donc c'était de monter le piano, le réparer, l'accorder. Oui. Et l'accord aussi pour former l'oreille, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir l'oreille absolue. J'en connais quelques-uns. Oui. Mais quand c'est des personnes comme moi qui sont loin d'avoir l'oreille absolue, il y a tout un travail aussi pour exercer ton oreille pour qu'après elle devienne quand même assez performante. Pas égale, mais pas trop loin de quelqu'un qui a l'oreille absolue. OK, donc ceux qui se dirigeaient dans cette formation-là, c'était pas nécessairement des gens qui avaient l'oreille absolue. Non. Il y avait quand même, ça incluait une formation pour développer l'oreille. Oui, d'accord. Ouais. Et donc ça demandait beaucoup. D'ailleurs, tu en avais qui n'étaient pas très bons en manuel, donc qui eux ont dévié plus sur l'accord. Puis tu avais l'inverse, des gens qui sont meilleurs en facture et pas très bons en accord et qui sont plutôt déviés vers la facture, donc tout ce qui est réparation. Mais au total, il fallait être capable de se débrouiller dans l'ensemble si tu peux faire les deux, c'est mieux. En fait, c'est ça. Le but du jeu, normalement, c'est de faire les deux. Mais bon, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes formées pour peu de possibilités, parce que les gens achètent des claviers électroniques pour pouvoir jouer dans leur appartement et pas déranger le voisin. Puis ils peuvent jouer comme ça à toute heure de la journée ou de la nuit. Et puis tout le moderne aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu des accordeurs électroniques qui ont été créés, donc beaucoup de formations dans le monde voyant, notamment il y a une école à Le Mans qui a beaucoup posé souci pour les non-voyants en fait. Parce que quelqu'un qui voit, lui, peut avoir la voiture, transporter un mécanique, ça fait qu'un employé au lieu de deux. Parce qu'un piano, par exemple, si la mécanique est cassée et que tu dois travailler dessus, tu l'emmènes chez toi à ton atelier, faut un transport, un transporteur, donc c'est très grand. C'était quand même assez complexe, là, quand on a un piano exactement. Donc, à déplacer. Donc c'est pas évident de trouver du travail, du coup j'en ai pas trouvé dans cette branche-là, quoi. OK. Est-ce que tu en as trouvé dans d'autres domaines ou si l'emploi, ça a été une question un peu plus compliquée? L'emploi, ça a été une question un peu plus compliquée parce que après, comme j'ai un peu mal vécu certaines choses, je suis tombé dans l'alcool. Donc après, j'ai eu des fréquentations un peu pas très saines. Donc après, il a fallu que je m'en sorte, que je fasse preuve de volonté, que je décide, bon là, j'arrête mes bêtises, je me reprends en main et il faut que je change de ville carrément. J'ai quitté la banlieue parisienne, j'étais vivre dans les Landes, me ressourcer pendant au moins 3 ans pour arrêter l'alcool et tout ça, ou essayer en tout cas. Et puis après je suis arrivé, mais par contre j'ai pas vraiment trouvé de métier, parce qu'après on trouve plus de formation. Quand on a plus de 30 ans, c'est déjà plus compliqué de trouver des formations ou des gens qui veulent bien te former dans tel ou tel métier. OK. C'est plus compliqué. Ça. Je veux pas qu'on rentre dans les détails de tout ce qui a mal fonctionné, mais c'est-tu parce que t'avais trop de temps libre? C'est comment qu'on en vient à faire des mauvaises fréquentations comme ça? T'avais pas j'avais trop de temps libre. J'habitais en foyer de jeunes travailleurs, donc j'habitais en banlieue parisienne. La banlieue parisienne, c'est assez facile d'être, comment dirais-je, influencé. Tu sais, tu vas boire un café, puis tu rencontres des gens, puis après tu te mets à boire un verre, puis 2, puis après avec ces gens-là, OK, ça commence comme ça, là. Parce que là, forcément, j'imagine que tu t'es un peu... je veux faire attention aux mots que j'emploie. Mais les gens qui m'écoutent le savent. Bon, j'imagine que tu t'es décollé un peu du monde des non-voyants. Oui, tout à fait. Voilà. Je côtoyais très peu les non-voyants. En fait, j'en côtoyais quelques-uns que j'ai aidés aussi. J'ai aidé parce que où ils étaient à la rue, où ils avaient besoin de temps un passage, un moment de temps entre 2 appartes. Donc j'ai aidé aussi beaucoup de monde. Fait que je me suis oublié, je veux beaucoup aider les gens. C'est ça, là, parce que ce que j'en comprends, mais tu me corriges si c'est pas ça, mais tu t'es laissé un peu comme influencer, un peu aspiré par des choses négatives, mais
t'as aussi aidé beaucoup de gens. C'est ça. Donc il y avait le paradoxe quand même assez... Exactement. Il y avait le plus et le moins là-dedans. Il y avait du pour et du contre. Mais je regrette rien. Parce qu'on apprend quand même dans la vie. Et c'est là où justement tu apprends tes forces. Et en fait, je regrette pas mon passage. Parce que aujourd'hui, je sais que je suis capable de modifier beaucoup de choses et de travailler sur ma conscience. Et donc de modifier ma conscience en fait, et donc d'aller dans l'évolution, parce que j'aime beaucoup l'évolution personnelle, et ça c'est clair que j'ai fumé aussi, j'ai beaucoup fumé la cigarette, j'ai fumé 2 paquets et demi de cigarettes par jour. Hey, quand même. Et j'ai arrêté aussi en net, sans me cacher, comme l'alcool, hein. Tout ça, ça a été des arrêts nets par la force psychologique et mentale en fait. La volonté par le moral quelque part. La force morale si tu veux. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut dire, bon, ça suffit, je recommence à penser plus à moi. Exactement. C'est se reprendre en main en fait. Comment tu dis? Se reprendre en main. Oui, c'est ça, exact. Voilà. Mais faut qu'à un moment donné, tu en arrives là. Oui, exactement. OK. Là, tu dis que tu as quitté la banlieue parisienne. Oui, j'étais vivre dans les Landes, Dax, c'est-à-dire au sud-ouest de la France. OK. Le long c'est on va dire 20 km de l'océan Atlantique et à 80 km de la frontière espagnole. Donc ça se situe à peu près. Oui. Ça situe, donc c'est vraiment le sud-ouest de la France. Et Dax, par contre, je me suis un peu ennuyé. Dax, ça vit pas mal, mais c'est une ville thermale. Et donc, tu as beaucoup de gens qui viennent pendant les grandes vacances faire des cures du fait que c'est thermal, en fait. Et puis, c'était peut-être pas forcément non plus le bon endroit pour arrêter l'alcool, parce qu'il y avait un truc qui s'appelle les férias. Les férias, donc, c'est fêtes de Dax. Et donc, ça dure pendant une bonne semaine. Les gens boivent, font la fête dans la rue, c'est même assez décadent, on va dire, si tu veux, quelque part. C'est qu'il y a encore un paradoxe. Là. C'est ça. Il y a des gens qui vont là pour des cures, puis il y a encore le moyen de... C'est vrai que ma vie est faite de paradoxes, et j'aime bien ce parallèle quelque part que tu notes là, c'est bon ça. Moi, ça me saute en plein visage. Ouais, mais c'est vrai que c'est paradoxal, parce que effectivement, tu as des gens qui viennent pour refaire leur santé, et il y en a qui viennent pour la détruire quelque part. Il y a encore moyen de... C'est ça, parce que c'est la fête, ça dure une semaine, puis les Landes comme le Pays Basque, on va dire, le sud de la France, quoi, c'est réputé pour ça. Beaucoup de gens viennent même de Paris, du nord de la France, pour aller aux fêtes de Dax, de Bayonne, donc pour ça justement, pour faire une semaine de folie en fait. Ok, mais là toi tu es resté là combien de temps? J'ai resté là 3 ans. 3 ans quand même, ouais, ok. Ouais. Et là tu as réussi à régler en partie des problèmes ou pas du tout? J'ai changé, on va dire, de cercle d'amis, puisque tu t'es éloigné. J'ai coupé un peu les ponts. Mm-hmm. Puis après, comme j'en ai un peu marre, je suis revenu vivre enfin dans le même coin que où habitent mes parents, donc dans le Loir-et-Cher. Mes parents habitent dans le Loir-et-Cher depuis 81. Et le Loir-et-Cher, ça se trouve on va dire en gros, à 150 km de Paris, au sud de Paris, mais on va dire t'as Orléans qui est à 100 km, puis moi j'étais du côté de Blois, qui est le chef-lieu un peu. Donc j'ai grandi, mes parents sont arrivés là en 81, un petit village pas loin quoi. Et puis moi toujours je voulais être loin, parce que j'étais habitué de l'internat, j'étais habitué de l'école loin, donc ça me dérangeait plus de plus habiter dans le même coin. Puis en 2002, j'ai décidé de revenir un peu sur le coin. Puis en 2003, j'ai pris un appartement. Ma vie a repris un sens, un peu plus. J'ai rencontré une femme qui voyait. Et avec elle, j'ai commencé à me reprendre un peu plus en main, m'apprécier aussi un peu plus. Ok. Et donc, automatiquement, je me suis mis à faire beaucoup de choses avec elle à pied. Je ne savais pas de la voiture. Puis on s'est mis à acheter un tandem, puis on s'est mis à faire du tandem. Waouh, ça oui. Et donc de 2004-2005
J'ai fait en 2005, j'ai fait des compétitions du coup de tandem. J'ai fait 1 an de compétition de tandem en fait. Et tu disais que tu t'étais quand même très bien classé. Ouais, j'ai fait 3e au championnat de France catégorie 3 quand même. Donc 3e au championnat de France de tandem sur route. J'ai bien aimé, ouais. J'aimais bien. Donc le sport qui a repris un petit peu de la place. Et, donc l'entretien, le respect du corps, tout ça, ça reprend place aussi, parce qu'il faut refaire ton corps, faut te réalimenter correctement, avoir une vie plus saine, on va dire, une hygiène de vie plus saine. Mais malgré tout, je fumais encore à cette époque-là. Ah, ok, la cigarette. Malgré tout, je fumais encore. Il y avait un petit poison, il faut toujours un côté négatif. Ah, ben oui. La perfection n'est pas de ce monde. Si. Le but, c'est d'arriver à l'atteindre. Oui. Chacun son rythme. Et c'est un travail de toute une vie. C'est ça, exactement. Mais là, ce qu'on en comprend, le sport a occupé une place, en tout cas, une belle passion quand même dans ta vie. Oui. Les relations humaines, les sciences. Est-ce que les sciences, c'est encore un peu présent, un intérêt encore pour Oui, j'aime beaucoup les sciences, j'aime apprendre, parce qu'on apprend tout le temps dans notre vie. J'aime apprendre. C'est très très important pour moi les sciences, parce que si j'apprends les sciences, j'apprends le monde. Parce qu'il ne peut pas y avoir de monde sans science, c'est impossible. Si tu regardes l'évolution d'une fleur, l'évolution d'un animal, tu as le nombre d'or, par exemple Fibonacci, tout est calculé, tout est précis. Pour moi, tu peux pas aimer la vie, pouvoir la comprendre sans science. C'est pour moi quelque chose d'impossible. Une base. OK. Puis, en tout cas, tu sembles avoir des passions pour beaucoup de choses. Oui. J'aime la psychologie aussi. Oui. La psychologie, j'aime ça. J'aime bien étudier le comportement des gens et puis les aider aussi. Si par exemple ils sont pas bien, essayer de comprendre pourquoi ils sont pas bien et puis essayer de leur donner des... mais regarde, peut-être si t'as pas regardé comme ça, des directions, des regards, vu que je suis extérieur à leur vie. Donc j'ai une meilleure compréhension que quelqu'un quand il est dans une vie, en fait, au bout d'un moment il tourne en rond et il voit plus forcément de sortie. Il est trop collé sur ses habitudes, sa propre réalité. Exactement. Et toi qui deviens un élément extérieur, tout de suite tu as une autre vision en fait quelque part, et donc tu peux les aider. D'autres points de vue. Voilà, exactement. Okay. À réfléchir un peu plus, quoi. C'est très intéressant et le temps passe très vite aussi. Ouais. Ce que j'ai le goût qu'on fasse, c'est qu'on fasse la pause. Puis après la pause, on pourrait parler, parce que je sais il y a des choses qui sont très différentes en France là, pour les non-voyants. Moi, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. OK. Puis peut-être que là, au moment où vous écoutez l'émission, Philippe n'est plus au Québec, mais bon, là, au moment où on enregistre, tu es au Québec. Oui. J'ai beaucoup voyagé aussi. C'est ça, je voudrais qu'on en parle aussi après la pause. OK, pas de souci. Donc, on fait une pause et on revient tout de suite avec notre invité qui est Philippe Dal-Hava. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Cette semaine, je vous parle d'un livre un petit peu en lien avec notre invité de cette semaine parce qu'il est question de voyage et d'aventure. Le livre s'appelle Antarctique Solo, la fantastique aventure de Frédéric Dion. Et c'est un monsieur qui faisait des expéditions dans l'Antarctique. Il nous raconte évidemment son périple, mais à travers un incident qui lui est arrivé
Et ça, c'est écrit en 4e de couverture. Là, je vais pas vous brûler le punch. C'est qu'il perd son traîneau pendant son expédition avec tout son matériel, toutes ses provisions et tout. Et il dispose d'exactement 20 minutes pour le retrouver. Sinon, il risque de justement jamais ne le retrouver car il risque d'être enseveli sous la neige. Et comme, vous allez le découvrir dans la lecture du livre si vous décidez de le lire, dans l'Antarctique, tout ce qu'on voit, c'est de la neige, c'est du blanc. Donc, il ne dispose de vraiment pas beaucoup de temps pour retrouver son traîneau. Et dans le fond, le livre est séparé en chapitres qui correspondent aux minutes qui s'écoulent dans la recherche de son traîneau. Évidemment, les chapitres ne durent pas 1 minute, là, le livre dure environ 5 heures, et à travers toutes les péripéties, il nous raconte différents autres périples qu'il a vécu. Il nous raconte pourquoi il fait cette expédition-là, ce que ça l'a engendré comme coût, comme assurance, en rapport aussi avec sa famille et tout. Il nous explique plein de choses très intéressantes et aussi, le point de vue personnel là, pour lequel il le fait, les objectifs, des défis, des records, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille bien évidemment de le lire. Ça se lit très bien, très rapidement. Ça s'appelle, je vous le rappelle, Antarctique Solo, la fantastique aventure de Frédéric Dion. L'auteur, c'est Brian Perrault. Et petite chose cocasse que j'ai à vous dire, c'est que ce livre a été enregistré chez Point par Point et il a été lu par un professeur de français que j'ai eu en secondaire 5. Alors, c'est une petite chose que je voulais vous partager aujourd'hui. Bien sûr, ce livre est disponible au Service québécois du livre adapté. À notre prochaine émission, Marianne Larivière. Certaines personnes sont très dures envers elles-mêmes dans l'accomplissement de leur passion alors que le plus important est d'être bien dans ce que l'on fait. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. C'est vraiment intense. Puis moi, dans ma tête, j'ai pas de talent. Puis là, c'était difficile de... j'ai suivi des cours de guitare, j'ai pratiqué tout ça, mais j'arrivais jamais au niveau où je voulais être. Donc, d'ailleurs, je suis pas là en chant non plus, mais c'est ça. Donc, j'ai arrêté de jouer de la guitare. Je me suis concentrée sur le chant parce que ça, on dirait que ça m'interpelle plus. On dirait que je peux plus me dévoiler en chant. Je pense que mon côté artiste, mon côté, pas émotif, mais je peux exprimer plus de côté de moi en chant. Donc, je suis allée là-dedans. Puis là, j'ai une prof extraordinaire en ce moment. J'ai avancé beaucoup, mais je suis pas sûre d'être satisfaite un jour. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Philippe Dal-Hava. Et avant la pause, on se disait, on va parler voyage, on va parler un peu comment ça se passe pour les personnes handicapées visuelles en France. Donc, Philippe, par quoi tu veux commencer? Par les voyages, je pense que tu voulais nous dire aussi un peu comment tu avais cessé la cigarette. Exactement. Oui, est-ce qu'on commence par ça? Oui, si tu veux. Vu que c'est un bon débarras quand même, la cigarette. Oui, tout à fait. Okay. On se sent que mieux. Déjà, j'ai voyagé en Espagne quand j'étais plus jeune. Je suis parti du côté de Malaga. Je suis resté 1 mois en Andalousie. C'est vraiment le sud de l'Espagne. J'étais là où il y a le détroit de Gibraltar, qui relie qui permet le passage des bateaux entre l'Afrique du Nord, donc le Maroc, et l'Espagne. Donc j'étais passé 1 mois là-bas. Puis après, j'ai fait aussi un voyage en Angleterre, une quinzaine de jours. Et après, j'ai eu d'autres voyages. Mais par exemple, j'étais en Serbie pour le développement personnel parce que je suis des cours d'un enseignant qui s'appelle Grégory Grabovoy, qui est enseignant sur le développement de soi. Pour moi, le meilleur enseignant.
Mais après, ça, c'est que moi que ça engage. Mais juste avant que tu continues, là, je m'excuse de t'interrompre, mais tous les voyages que tu mentionnes, tu les as faits seul, accompagné, comment qu'on peut... c'est sûr, quand on est accompagné de personnes voyantes, c'est peut-être un peu plus facile, mais sinon, là, comment vient toute cette envie-là de voyager un petit peu... Alors l'Espagne, c'est simple, on avait un ami à l'école qui était espagnol, et puis avec un autre ami, la copine qui avait eu son problème de jambe là, et une autre amie qui était venue aussi avec nous qui voyait un petit peu mal, mais on était partis plusieurs non-voyants là comme ça, à l'aventure, on a pris un appartement sur Malaga, puis ça nous aidait aussi à perfectionner la langue, donc c'était pas plus mal. Ça nous faisait changer d'endroit un peu, puis je trouvais ça sympa, quoi. Aller en Espagne, pourquoi pas. C'était une aventure. Ouais, c'était une aventure. Ok. Puis après, je suis reparti, quand j'étais en Angleterre, j'étais avec le même gars qui voit, alors lui, il voit un petit peu, il peut lire, mais il a aucune orientation. Ok. Il était pas du tout bon en orientation. Et donc moi j'étais son guide, j'ai dit cette rue là on l'a déjà prise, ça serait mieux qu'on essaye par là parce que je pense que c'est plus par là, alors que lui il voyait justement pour me lire les panneaux et tout ça. Donc toi l'orientation c'était plus facile, malgré tout. On faisait un complément en fait tous les deux, quoi. Et c'est vraiment un ami proche. Et donc on est parti, on va dire un malvoyant et un aveugle total, quoi. Donc moi 15 jours en Angleterre, on a fait Londres, Oxford et Sheffield. On n'a pas resté non plus qu'à Londres. Et puis voilà. Après en Serbie, on est parti dans un cours d'enseignement, donc c'était plus dans une auberge avec des gens qui voyaient. Hein. On était 3 non-voyants et des gens qui voyaient après, qui suivaient les cours en fait. Donc c'est pour ça pour les voyages. Puis le Canada, ça a été parce que un jour, en fait, quand j'ai perdu ma femme qui voyait, avec qui je faisais du tandem et tout ça, là, elle est décédée, elle, d'un cancer. Et donc, j'ai une de ses filles qui m'a dit, écoute, ça serait bien que tu achètes un ordinateur et que tu te mettes à l'informatique. Donc du coup, je me suis mis à l'informatique, j'ai appris l'existence du salon, chez Salon, Quentin Gavroum. Et donc, en apprenant ça, j'ai appris à reconnaître, du coup, des gens non-voyants, à recôtoyer un peu plus ce monde. Et parce que ça, c'était été avec l'arrivée de l'informatique. Là. Exactement. Donc, avant l'informatique, toi, c'était 0? J'étais 0 sur toute la ligne. Et l'informatique, j'ai appris quasiment par moi-même. J'ai une amie de France qui m'a beaucoup aidé. Et puis une amie ici du Québec qui m'a pas mal aidé aussi. En informatique, j'ai tout appris comme ça sur le tard, on va dire. Et donc dans le salon, après j'ai commencé à faire du ETL et j'ai commencé à côtoyer un peu plus de monde outre-Atlantique, de tous les rivages en fait. C'est fait que j'ai commencé à avoir des relations avec le Canada. Puis une amie qui nous est très chère est venue pour des raisons personnelles faire des soins. Et puis elle a fait une escale en France. On a tous décidé, parce qu'elle avait un groupe ETL, on a tous décidé de se rencontrer. Là, la rencontre a eu lieu à ce moment-là. Là, la rencontre a eu lieu. Et puis, on s'est lié d'amitié, voire un peu plus, avec cette femme-là. Et du coup, j'ai décidé de venir pour sa fête, pour ses 40 ans, lui faire la surprise et venir. Donc, j'avais décidé de venir au Canada. Puis, entre-temps, elle avait ouvert un autre groupe de discussion où, là, j'ai rencontré ma femme d'aujourd'hui. On la nomme-tu ou on peut la nommer, hein, oui. Elle s'appelle Peggy. Oui. Et donc, de fil en aiguille, on a appris à se connaître, elle a su tout de suite qu'on était fait l'un pour l'autre. Pour elle, il n'y a eu nul doute. Pour moi, je savais qu'elle viendrait m'apporter beaucoup de réponses sur mon plan personnel, en tout cas sur de questions que je me posais, du pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que je viens faire ici, quelle est ma mission. Je savais que Peggy m'aiderait beaucoup là-dessus, mais au début je la voulais en amitié puisque j'étais amouraché d'une autre que je pensais que c'était ma défunte femme qui m'avait mis sur la route de cette personne-là, et en fin de compte ça m'a mis sur la route de Peggy par cette personne-là. Une entremetteuse. Voilà. En fait, ça a été tout un suivi.
et qui fait qu'aujourd'hui, on est marié avec Peggy et c'est une vie heureuse que j'ai, quoi. Et là, j'ouvre une parenthèse parce qu'on s'éloigne de la cigarette. Ouais, mais je vais te dire, alors, quand j'ai voulu venir la première fois pour les 40 ans de la personne, là, j'ai regardé, j'ai fait mon passeport, puis avec mon ex-belle-sœur, on a regardé les prix de voyage Thomas Cook, c'est une agence en France, et on regarde 640 € aller-retour pour aller à Montréal. Je fais franchement, je fume 2 paquets et demi de cigarettes par jour. Ça me fait c'est comme ça que 4 cartouches. 4 cartouches de cigarettes, j'ai calculé, j'ai dit ça me fait 3 mois de cigarettes, j'ai un voyage au Canada. Et comme il y avait l'amour en jeu, j'ai dit je préfère arrêter la cigarette et pouvoir aller au Canada quand je veux, aller voir celle que j'aime. Donc ça m'a fait arrêter la cigarette immédiat. Ah waouh, quel lien incroyable. C'est ça. Et quand on a vraiment la volonté, on peut strictement tout. C'est là où je voulais dire, vraiment, quand on a vraiment la volonté, on peut soulever des montagnes, on peut faire énormément de choses. Il n'y a rien de meilleur comme moteur que la volonté. Et là, la fameuse Peggy en question, parce que Peggy, c'est un nom qui est pas si commun. Oui. Et elle a été mentionnée lors de notre émission avec Denis Harting qui a été diffusée le 29 septembre. Oui. On va la recevoir dans quelques semaines, alors vous allez pouvoir en apprendre plus sur elle, mettre une voix sur son nom qui est Peggy. Dans quelques semaines. Voilà, et comme ça vous comprendrez pourquoi je l'aime aujourd'hui. Dans quelques semaines. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses quand on va avoir comme un peu bouclé la boucle de ces 3 invités-là. Exactement. Ouais. Et sinon, je crois que tu voulais revenir aussi sur tout ce qui était système club. Parce qu'on entend souvent dire que c'est très différent, que les gens, mettons, qui sont sans emploi et non-voyants, bien sûr, là, sont mieux traités. Là, je me ferai peut-être pas d'amis en disant ça, là. Sont mieux traités en France qu'ici. Mais toi, tu semblais dire que ça a tendance à changer. Oui, alors, ça dépend de ce que tu appelles mieux traité. Parce que vous, ici, alors je vais donner les grandes lignes, parce que c'est fait pour le temps. Vous, ici, vous êtes beaucoup aidé, point de vue matériel. Quelqu'un qui ne voit pas, on lui offre son ordinateur, on lui offre JAWS qui coûte quand même 2000 €. On n'offre plus d'ordinateur ici, hein. Très peu. Mais au moins la synthèse vocale, ce qui est déjà énorme. Qui est déjà très cher. JAWS est quand même très cher et puis ça va très vite l'évolution. Effectivement. On lui offre des plages tactiles, on lui offre plein d'aides à l'adaptation, à l'emploi ou à plusieurs choses, mais aussi pour les biens personnels. On vous aide pour avoir des terres agrandisseurs et tout ça. Nous, en France, c'est l'inverse. Vous n'avez pas d'aide au niveau du matériel. On n'a aucune aide pour point de vue matériel. Donc, le jazz, là, vous ne pouvez pas l'avoir payé par le gouvernement? Non. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous, on nous donne de l'argent et on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que si demain, tu veux t'acheter un JAWS, tu te débrouilles avec l'argent qu'ils te donnent. OK. Mais ce qui fait que, comme la vie coûte assez cher, t'as pas non plus, par rapport à ce qu'ils te donnent, en fait, forcément toujours les moyens de te prendre ton ordinateur avec JAWS à 2000 € qui change tous les 2-3 ans et tout ça. Donc c'est quand même, je dirais, dans les 2 méthodes, il y a du bon et il y a du mauvais. OK, parce qu'il faut prendre quand même en considération, là. Parce que le jazz, c'est ça, c'est cher. Une plage tactile, c'est cher. C'est cher, Ouais, OK. Ouais. Par contre, c'est ça, c'est qu'après, nous, ça nous fait faire des crédits, des prêts, des remboursements et tout ça. Donc, c'est un investissement, si tu veux, que vous n'avez pas. Mais en revanche, vous avez moins d'argent qui vous est donné, moins de services d'aide financière, on va dire, que chez nous. Donc, du coup, en contrepartie, ça balance quelque part. Bien que nous, en France, ils sont en train de changer, puisque maintenant, ils commencent à donner moins d'argent. Il y a une pension qu'on touche, que les nouvelles personnes qui sont non-voyants et qui arrivent en âge de toucher cet argent ne la toucheront plus, parce que maintenant, ils vont pour les orienter
pour leur donner des aides ménagères, pour payer pour eux en fait quelque part tous les services sociaux et éventuellement aussi du matériel. Je crois que tu as droit tous les 5 ans ou un truc comme ça. Okay. Je sais pas exactement tous les tenants et les aboutissants, mais je sais que c'est la tournure qui est en train de prendre l'évolution des aides en France en tout cas. Et puis il paraît qu'au niveau comme exemple des feux sonores pour traverser les rues, c'est quand même assez avancé, vous autres aussi là-bas. Je sais pas si tu connais un peu. Ouais, mais moi franchement je trouve que par exemple là sur Longueuil, je trouve qu'il y a beaucoup de feux. J'aime bien votre système à vous. Ok. Nous, ça se met tout doucement, mais il y a des villes où vraiment on est loin encore du résultat. J'avais aimé le système à Blois. À Blois, j'avais fait un système, c'était des bornes vibrantes. C'est-à-dire que quand tu touchais ton feu, tu avais un petit rond là, et le petit rond se mettait à vibrer. Ce qui fait que automatiquement, tu mets ta hanche ou ton genou contre le bloc, tu n'as pas besoin de le toucher, et tu sens qu'il vibre et hop, tu peux traverser et ça faisait pas de bruit. Parce que chez nous, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les ding, 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 ding des feux rouges. Ouais, ici aussi, de plus en plus. Et donc, qui vandalisent un peu le système. Ah, pour arrêter que ça fasse du bruit. C'est ça. Ah, mon Dieu, ok. Donc voilà. Mais c'est pour ça que j'ai bien aimé le système. Ils ont préféré mettre mondial les ding, ding et rouge piéton ou trucs comme ça. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés c'est ça. Des deux côtés. Exactement. Exactement, il y a du pour et du contre. Il y a toujours à boire et à manger dans les systèmes, quels qu'ils soient. C'est vrai que nous, du coup, comme on était pas mal aidés financièrement, on se cassait pas non plus le bicycle pour vivre, pour chercher un travail. Donc, on devenait quelque part des assistés aussi, tu sais. Donc, est-ce que c'est vraiment bon ? Je suis pas sûr. Est-ce que l'argent fait vraiment le bonheur ? Ça dépend après ce que t'en fais. Et le bicycle, est-ce que vous dites ça là-bas ou tu as appris ça ici? Non, j'ai appris ça ici. Hein. Ok. Excusez-moi. Non. C'est vrai que j'apprends des expressions que j'ai. Mais non, mais c'est merveilleux. Je les aime bien en plus. C'est merveilleux, j'adore ça. Ouais. Puis je trouve qu'en plus, c'est une belle façon de finir l'entrevue. Philippe, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de participer, de nous donner ton expérience, de nous donner aussi tes points de vue. Mm-hmm. Moi, je suis très content d'avoir fait cette entrevue-là parce que je me dis, maintenant, les gens pourront dire, peut-être que il y a des choses à considérer. C'est pas juste, c'est pas nécessairement, ça paraît souvent plus beau chez le voisin, hein, le gazon plus vert. Exactement, toujours. Des fois on y va et puis on se rend compte qu'en fin de compte il n'est pas si vert que ça. Mais moi je te remercie en tout cas de m'avoir accordé cette entrevue, de me permettre de pouvoir me faire connaître aussi outre-Atlantique. Et puis du coup des gens vont aussi te connaître de l'autre côté aussi. Et j'adore l'idée. Plus le monde vont connaître aussi des Canadiens, nos cousins, qu'on adore tant. Moi, je suis tombé en amour avec le Canada. Ça fait du bien à entendre et c'est super, super gentil de le dire. Ouais. Et on termine là-dessus, mesdames et messieurs. Merci encore une fois, Philippe. Merci aux gens à la maison. Vous pouvez nous écrire, communiquer avec nous de différentes façons. Vous les connaissez. Et je vous propose de nous revenir la semaine prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.